Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire de l'année, mais au moins, quasiment, le 30e depuis, qu'on a commencé ces sessions. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes déjà très, très nombreux. C'est un sujet qui apparemment vous a beaucoup plu et qui a suscité, votre intérêt et votre curiosité. Ce soir, à mes côtés, Pierre-Benoît Roux de la Condamine. Bienvenue. Bonsoir. Bon, pour ceux qui connaissent les webinars, Pierre-Benoît est un habitué. On a d'ailleurs un partenariat ensemble, on travaille sur pas mal de collaborations. Vous pouvez voir les précédents webinars sur votre espace adhérent. Et pareil, pour 2022, ça sera le même système. Vous pourrez continuer à voir et à revoir les webinars passés. D'ailleurs, dès la fin de ce webinaire, il sera déjà dispo. Pierre-Benoît, la thématique du soir, comment vivre de son art? Ça promet beaucoup de choses. Effectivement. C'est vaste. Pour ceux qui ont vu d'autres webinaires avec nous, voilà, on a déjà vu certains points, certains axes de développement, comment appliquer telle ou telle technique ou tel conseil pour développer son activité, comment la rendre plus viable, comment être plus confortable dans son quotidien d'artiste, etc. Ce soir, comment vivre de son art, Pierre-Benoît? Dis-nous, qu'est-ce que tu vas aborder comme thématique? Alors, c'est vrai qu'on a finalement, c'est plutôt un bon choix, Charlotte, de commencer cette année avec comment vivre de son art, puisque c'est vrai que souvent, quand on est artiste, on a des revenus aléatoires et c'est très épuisant. Bien, on est souvent en tension et ça peut être très épuisant et décourageant. Donc, on va à la fois regarder, voir ensemble comment on peut, à partir de sa démarche artistique et de son positionnement, trouver un équilibre dans son activité. Donc, on va appliquer en fait cette loi que l'on voit souvent et qu'on nous dit ensemble, c'est la loi des 33, 33, 33 ou des 1 tiers, c'est-à-dire il y a la création, il y a la gestion de prospection, puis il y a la communication. Et on va voir comment on peut essayer, en tout cas, de penser son équilibre sans trop s'éloigner pour pouvoir être viable dans son activité et donc continuer à créer, parce que c'est l'objectif. Donc effectivement, on va avoir des choses qui vont faire référence à des conférences qu'on aura déjà vues et qui vous permettront d'aller plus loin si vous le souhaitez. Et on verra aussi une méthode pour justement penser ce qu'on pourrait appeler un modèle économique, c'est-à-dire comment on fait pour vivre de son art. Voilà. Ok, bon super programme. Comme vous avez pu voir, il y a le chat sur lequel on vient tous de se dire bonjour, bonne soirée, bonne année. Vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure sur ce chat. Et avec Antinéa Garnier et Louis Pelletier, donc de l'équipe MDA, on va s'occuper de récupérer vos questions pour ensuite les classer, les trier et à la fin de la présentation de Pierre-Benoît, les poser à Pierre-Benoît qui y répondra en direct. Voilà le process. Vous êtes archi nombreux, on va pouvoir y aller. Très bien. Pierre-Benoît, c'est parti. À tout à l'heure pour les Merci. questions. À tout à l'heure, Charlotte. Merci, merci Charlotte, merci MDA, mais merci à vous d'être là ce soir pour réfléchir à cette question dont on parlait tout à l'heure, comment vivre de son art. Et ce serait peut-être aussi une question de se dire, mais comment on fait aussi pour être, non pas, quand on parle de vivre, peut-être de ne pas survivre, hein, ni forcément de devenir millionnaire, c'est pas l'objectif. Là, la question qu'on va se poser, mais c'est comment on fait pour continuer à faire ce pourquoi on se lève le matin, c'est-à-dire de créer, et pourquoi, comment on peut continuer à produire. Et la première image que je vous propose, c'est une faune aquatique, une jungle aquatique, qui pourrait, cette mosaïque du IIe siècle, après Jésus-Christ, d'une villa romaine, qui décrit en fait un écosystème. Ça pourrait être même
l'image du marché de l'art avec énormément de possibilités. Et la question qu'on va voir, c'est comment on va faire pour ne pas avoir une indigestion et plutôt organiser voilà, son activité et ne pas se perdre. Donc, je vous propose non pas de faire une série de tout ce qu'on pourrait faire pour gagner sa vie en tant qu'artiste, mais plutôt des repères pour justement se repérer dans la jungle ou la faune aquatique que pourrait être le marché de l'art ou l'art en général. Et pour se repérer, voilà quelques principes qu'on va poser ensemble sur comment on fait pour vivre de son art. Alors, on va appeler ça des principes ou des postulats. Qu'est-ce qui nous permettrait déjà pour réfléchir, des grands principes pour réfléchir sur comment on fait pour avoir un modèle économique? Eh bien, la première chose, c'est que souvent, et ce que je vais dire là, ce sont des principes empiriques, c'est-à-dire que c'est souvent le retour d'expérience des artistes, c'est qu'une seule source de revenus n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il y a un galeriste, par exemple, ne va pas vous permettre de vivre entièrement de votre art, d'être viable économiquement. De même qu'on voit souvent que la seule vente d'œuvres n'est pas suffisante non plus. Donc, ça ne suffit pas non plus de uniquement vendre son tableau au même format, par exemple. Et on s'aperçoit aussi, et notamment, ça c'est très vrai quand on commence, mais c'est en continu, c'est tout au long de sa trajectoire professionnelle ou artistique, c'est que le développement de son travail, ça demande du temps, c'est qu'on récolte souvent les fruits d'un travail de communication, de prospection, de gestion, de création, longtemps après, c'est des cycles de 3 ans souvent, j'y reviendrai. Alors on va essayer, à partir de ces principes-là, de réfléchir un petit peu comment on peut construire son activité. Et pour éviter l'indigestion, autour de ces principes-là, on s'aperçoit donc qu'il va falloir multiplier les sources de revenus, si on applique les principes, et trouver un équilibre qui nous permettrait d'éviter, comme je disais, l'indigestion à l'image de la pièce non balayée, cette autre mosaïque du IIe siècle, en respectant la règle des 1/3. C'est-à-dire que souvent, on va s'apercevoir que cet équilibre-là nécessite d'avoir un temps consacré à la création qui, malheureusement, ne peut pas être à 100%, un temps consacré à la communication, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, je vais y revenir, et puis un temps consacré à la prospection, à la gestion administrative, et prospection, c'est-à-dire le fait de chercher de nouvelles manières de valoriser son travail. En essayant d'avoir cet équilibre-là et en diversifiant son activité, c'est le mot, par rapport à son positionnement artistique, je vais y revenir, eh bien on peut essayer de trouver un équilibre économique, c'est-à-dire la viabilité. Je voudrais lire tout à la fois, danger de la dispersion. Eh bien, quand on va parler de diversification, ce qu'on va éviter au possible, c'est de se disperser. Donc, il y a bien une bonne gestion de son temps, ça va être très important, pour pouvoir avoir un équilibre et vendre son travail ou trouver des sources de rémunération autour de son travail. Danger de la dispersion, c'est de dire qu'on ne va pas chercher à faire quelque chose de totalement différent ou totalement éloigné de son travail, et on va toujours essayer de se dire, mais est-ce que ça peut servir en fait mon activité, puisqu'on va, quand on dit qu'il n'y a pas qu'une seule source de revenus qui vous permet de vivre de votre travail, l'idée ça va être donc de diversifier un petit peu son activité autour de son positionnement artistique pour avoir une convergence d'actions qui vont se nourrir les unes avec les autres. Je prends un exemple, si je suis professeur dans certains ateliers ou si je fais des stages de perfectionnement pour d'autres artistes, eh bien, ça peut me permettre de vendre mon travail à mes élèves. Ça, c'est ce qu'on va appeler une convergence. Mais si je fais quelque chose qui est trop éloigné de mon activité, eh bien, je vais avoir des difficultés. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment on va diversifier son activité pour éviter d'être toujours dans des revenus trop aléatoires qui peuvent vraiment nous rendre très, très difficile, en fait, la continuité de notre activité artistique. Donc, diversification, oui, dispersion, non. Donc, ça nous pose la question, quand on commence à partir de sa démarche artistique, la démarche artistique, c'est votre positionnement. On avait fait, vous pourrez regarder une conférence en replay sur comment se présenter, comment penser sa démarche artistique.
Eh bien, l'idée, c'est qu'à partir de sa démarche artistique, on va construire des offres. Alors, je vais revenir. Là, on va détailler ce que ça peut vouloir dire. Les offres, c'est ce qu'on propose à un marché. Un marché, c'est là où se rencontrent des gens qui pourraient être sensibles à l'art, des gens qui vont pouvoir faire des commandes. On va voir tout ce qui existe. Et nous, en tant qu'artistes, on va composer des offres par rapport à un marché. À l'image, vous verrez, alors le marché, c'est presque un gros mot. Et d'ailleurs, l'œuvre du XVIe siècle de Joachim Beuclaer, qui a fait toute une série sur le marché aux poissons, montre à quel point, dès le XVIe siècle, le marché, c'est quelque chose de difficile, dont on se méfie souvent quand on est artiste, vous verrez, aux couleurs qu'il utilise. Alors, on continue. Donc, comment on va composer son offre? On va rentrer petit à petit dans les détails. D'abord, on part de soi. Contrairement à plein d'autres activités, on ne fait pas une analyse du marché. C'est-à-dire qu'on part d'abord de soi, de ses atouts, pour toujours avoir un garde-fou. C'est-à-dire pourquoi je crée, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin, comment je fais, comment je travaille et qu'est-ce que je fais, quelle est la forme que je produis à la fin. Ça, c'est mon positionnement, mon existant, ce que je fais. Je peux aussi essayer de lister, est-ce que j'ai un local, etc., etc. Je fais un état des lieux. Parce que si je veux construire, et ça c'est la première loi quand on va commencer à essayer de penser son modèle économique et à se diversifier, si je veux construire un système de revenus, c'est presque ça, eh bien il faut partir de quelque chose de simple qui fonctionne. C'est la loi de Gall. Si vous voulez construire un système qui marche, la meilleure approche consiste à commencer par mettre au point un système simple. Donc, qu'est-ce qui peut se vendre? Qu'est-ce que je peux valoriser dans ma pratique? Puis à l'améliorer au fil du temps. C'est-à-dire qu'on va rajouter des briques qui vont petit à petit rapporter des revenus complémentaires. Mais on ne va pas tout de suite se penser un modèle très compliqué. Et à la longue, ça va faire un système complexe qui marche. Donc on va voir comment on va, à partir de cette loi, construire son système. De la nature des formes de la diversification, donc on va voir deux types de diversification à partir, par exemple, de mon activité d'artiste. Mettons que je fais de la peinture, comment je vais, autour de ce que je fais, diversifier mon activité. On parle de deux types de diversification, la diversification horizontale et la diversification verticale. Et on va essayer de voir quelle forme ça peut prendre. Hein, on est en train presque de voir à l'image, d'ailleurs, le Sculptura Project de Cohen-Hauser, qui est une forme presque en mouvement. Alors, on va parler de diversification horizontale. Quand vous avez un corpus, c'est-à-dire quand vous produisez des œuvres, il faut nécessairement, autour d'une œuvre, mettons, vous avez une œuvre importante à l'huile, vous devez faire varier une gamme, c'est-à-dire avoir des formats différents, et on va parler de formats petits à des formats beaucoup plus grands, de prix différents et de nature, c'est-à-dire de médium même, qui peuvent être différents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on privilégie toujours d'avoir plusieurs volumes différents, des tailles très très différentes. Pourquoi? Parce que ça ne va pas, ça va vous permettre de capter et d'intéresser des personnes qui vont être sensibles à votre style, mais n'ont pas forcément soit les mêmes moyens, soit les mêmes attentes, soit le même usage de vos œuvres. Donc si on a une grille de prix, on va parler de grille de prix élargie, eh bien ça va nous permettre de capter des types de clientèle évidemment différentes, et ça permet à quelqu'un, par exemple, qui va acheter quelque chose à un prix, on va parler d'entrée de gamme, de commencer à se familiariser avec votre œuvre. Et si cette œuvre, par exemple, il l'affiche chez lui en continu, eh bien, petit à petit, il y a de grandes chances qu'il vous achète une seconde œuvre plus grande. Donc, on fait ce qu'on appelle une diversification horizontale avec une gamme qui doit être la plus large possible. On peut même aller sur des œuvres monumentales, hein, c'est à partir de 2,20 mètres. Donc, vous pourrez vous référer d'ailleurs au replay sur la grille de prix qu'on avait vu avec la MDA, donc comment fixer ses prix. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la diversification horizontale. Tout de suite, je vais vous donner un exemple d'un artiste qui a très bien compris comment diversifier autour de son œuvre et de sa démarche artistique. C'est Olivier Masmontel. Donc là, ce que vous voyez, par exemple, la baigneuse 3 se retirant une épine, Olivier Masmontel, c'est une œuvre
de 2017, eh bien, il va décliner son corpus, son œuvre. Il va y avoir un livre d'art qui va être distribué, qui va être à 49 €, donc on va parler de monographie. Il va y avoir des offres, il va faire des prints, donc des tirages, des offres non originales, sur acheter de l'art sur une plateforme, par exemple. Il va aussi travailler avec la galerie Mel qui fait des estampes numérotées, donc ça va être des tarifs, vous voyez, là encore, qui sont en entrée de gamme à 600 €. Avant, le livre d'art et le print, c'est vraiment assez bas. Et puis, ce sont des œuvres qui se vendent aux enchères aussi, les œuvres d'Olivier Masmonteil, et des œuvres à 17 000 €. Donc, vous voyez la gamme de tarifs qui sont très, très différents. Et pour quelqu'un qui vend régulièrement, eh bien, il n'hésite pas aussi à diversifier de manière horizontale son travail pour le rendre accessible. Ça va vraiment participer en fait aussi de sa communication. Donc voilà un exemple de diversification horizontale. Donc, son offre, quand on va essayer de penser tout de suite à tous les sources de revenus possibles, eh bien, on va tout de suite se dire, voilà, comment je peux segmenter en fait mon offre. Je vais avoir des formats différents, mais cette segmentation, elle est aussi dans la distribution, c'est-à-dire où est-ce que je vais vendre ce travail. Donc, je vais segmenter mon corpus en fonction des thématiques, des formats, même des prix. Vous voyez Olivier Masmonteil qui va distribuer en fait son travail soit sur sur des maisons de vente, il va vendre en maison de vente, mais il va aussi vendre sur Acheter de l'art qui vend de la reproduction du print. Donc c'est très très varié. Et donc sa diversification, elle est aussi dans les types de sites. Alors, on peut en voir plusieurs. Vous avez aujourd'hui plein de sites qui vont juste vendre des prints. Vous avez il y a plein d'exemples, ou des sites de vente en ligne, évidemment, où vous pouvez vendre des originaux, et des sites de vente aux enchères, ou même, on avait vu aussi qu'il y avait la possibilité de passer des commandes. Je vais y revenir. Donc voilà, diversifier aussi les modes de distribution. De même qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les ventes directes. Alors, on s'aperçoit, et là je vous fais un conseil de niche, c'est-à-dire que par rapport, mettons, aux thématiques que vous avez, on avait vu qu'il y avait des artistes, notamment dans le travail avec les entreprises, je vais y revenir, mais qui travaillent sur des thématiques très précises. Je pense à certains artistes qui ont travaillé sur le vin, d'autres qui vont travailler sur l'animalier. Eh bien, on a des gens qui sont très, très des fans, en fait, du vin ou des fans de l'animalier. Et donc, quand vous avez une niche comme ça, très, très spécifique, essayez de penser aussi comment vous pouvez être encore plus spécifique. Je pense à une artiste, Sandrine Hegel, qui travaille sur les animaux, qui fait des portraits d'animaux, de chiens notamment, et qui va même jusqu'à spécifier dans des groupes Facebook des groupes dédiés à des races d'animaux. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment, vraiment de la niche, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc, essayez aussi de spécifier et de vous adresser à des gens très, très spécifiques. Autre exemple de diversification de manière de distribuer son travail, c'est l'exemple de Romain Langlois. Donc vous pouvez taper d'ailleurs dans Google Romain Langlois et vous allez voir la manière dont c'est distribué, de manière très diversifiée. C'est un bon exemple qui vient compléter celui d'Olivier Masmonteil. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, c'est ça pourrait être ça l'est d'ailleurs les galeries et les sites dans lesquels il vend. Eh bien, vous avez la galerie Bagnard, qui est une galerie traditionnelle, donc un espace d'exposition traditionnel. La galerie Artistix, dans laquelle il est très présent, qui le vend uniquement en ligne, et qui va aussi le vendre sur une plateforme Artsy qui est réservée aux galeristes. Seuls les galeristes peuvent vendre sur cette plateforme-là. Il est aussi en lien avec la galerie 28, qui fait des concepts d'exposition, donc c'est presque des galeries appartements. Vous avez Private Choice, Southway Studio à Marseille notamment, qui sont sur le même concept. Et puis, il y a aussi une agence avec laquelle il va travailler sur des commandes. C'est l'agence Spring qui va répondre à des commandes, marché public ou commandes privées pour des entreprises. Donc, vous voyez que là aussi, diversification à partir d'un seul corpus d'œuvres sur les points de vente. Donc ça va être aussi important. Donc, conseil, si on fait déjà un premier point sur la diversification.
On vend des reproductions, des petits formats. C'est pratique si on le vend sur son Instagram, sur un site spécialisé. Hein, les reproductions, ça peut se vendre aussi directement sur son site, notamment, ça se fait de plus en plus. On peut vendre sur ce qu'on va appeler des plateformes ou des marketplaces, d'accord? Et là, ça peut être bien de ne pas vendre les mêmes choses sur les mêmes sites. Et puis, on peut aussi faire des collections dites capsules, notamment avec des galeries où vous allez vendre une collection limitée. Donc, ça permet aussi de faire une communication particulière. Vous voyez qu'à partir de son travail, eh bien, on va le segmenter. Alors, l'autre diversification, c'est la diversification verticale. C'est intégrer à son activité ce qui est effectué par d'autres. Ça, c'est un mouvement qui existe depuis très longtemps, c'est de se dire, ben, puisque je ne peux pas être représenté par des galeries, puisque je ne suis pas toujours sur des sites de vente qui ne vont pas me distribuer, eh bien, est-ce que je ne peux pas moi-même, en fait, faire une partie de ce travail-là? Alors, souvent, je ne peux pas le faire tout seul, mais on s'aperçoit qu'il y a un mouvement qui consiste à inviter, enfin, où les artistes vont se réunir entre eux pour avoir plus de poids et agir et être plus autonomes. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la diversification verticale. C'est un mouvement d'autodétermination. C'est les artistes run space. C'est quelque chose qui existe depuis la fin des années 60, où on va créer des collectifs d'artistes qui peuvent gérer des lieux, qui peuvent répondre à des appels à projets. Donc ça, quand on va essayer aussi de penser son activité, ça va être très important d'intégrer très rapidement des réseaux. On en avait parlé l'année dernière en décembre sur les réseaux, hein, comment on peut développer son réseau. Eh bien, typiquement, ça va être très très important de ne pas rester dans son coin et d'intégrer plusieurs types de réseaux. L'exemple du Artist Run Space, c'est un exemple parmi d'autres. C'est des espaces d'exposition ouverts et gérés par des artistes. Donc ça, c'est un mouvement de réappropriation et d'expérimentation qui existe depuis la fin des années 60. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur ce site qui va répertorier énormément d'espaces comme ça. Il y a énormément de collectifs. Aujourd'hui, on avait vu l'année dernière que des appels à projets qui étaient émis par la DRAC étaient de plus en plus à destination des collectifs d'artistes. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs, le collectif d'artistes, hein, ça va permettre, ce que je disais, des actions collectives entre pairs, et ça va souvent nourrir la trajectoire professionnelle. On a un sociologue qui réfléchit sur nous, c'est-à-dire sur nos trajectoires professionnelles d'artistes, sur ce qu'on est, et qui dit la chose suivante, qui analysait la chose suivante, qui dit que c'est les appariements professionnels, c'est le fait d'échanger entre artistes, d'agir entre artistes, de faire des expositions collectives, de partager des techniques, de partager un atelier, par exemple, qui va ouvrir des opportunités. Et donc, la qualité des appariements professionnels, c'est-à-dire des gens avec qui vous échangez, agit énormément sur les chances d'accumulation des compétences et ça produit des qualités nouvelles et des opportunités. Donc ça va être aussi un effet dans son modèle économique, ce qu'on peut appeler le réseau ou l'action, je dirais même l'action collective. Ça va ouvrir des opportunités. C'est très, très important. Donc, ça va être aussi important d'aller chercher quelques résidences, de passer du temps un petit peu avec des collectifs pour diversifier son activité. Alors, autre exemple de diversification verticale, c'est, je reprends l'exemple que l'on file tout au long de l'échange qu'on a avec Olivier, qui a créé l'atelier en boîte pendant le confinement et qui proposait, là il devient presque maison d'édition, donc il a créé un petit collectif avec 10 artistes et ils ont proposé des ateliers en boîte, c'est-à-dire qu'il y a l'univers de l'artiste dans une boîte avec des produits dérivés et une œuvre originale. Donc c'est une manière de se diversifier, de s'auto-distribuer. C'est dans ce mouvement d'autodétermination. Donc chaque boîte a une édition limitée à 20 exemplaires, donc il y a très peu de boîtes et comporte une œuvre originale numérotée ainsi que de nombreux objets qui nous invitent à nous plonger dans l'univers de l'artiste. Tatouage éphémère, par exemple, carnet de croquis, pinceau, aquarelle, céramique ou dessin. Donc voilà un exemple de diversification. Donc l'autre chose, si on devait résumer, c'est que quand on va penser son activité, on ne va pas changer de style, on peut changer de médium, c'est-à-dire de support. Mais le style est votre identité et ça, c'est ce qui traverse en fait absolument tout ce que vous faites. On fait des choses différentes, mais qui convergent
vers le même message, vers le même style. Faites varier les médiums, mais pas le style. Ça permet en fait de toujours de ne pas se disperser. Je prends l'exemple de Céline Achour, qui va à la fois avoir un travail à l'huile, qui a trouvé des galeries sur Instagram, parce qu'elle est très présente, et qui va décliner ses motifs, son travail à l'huile, en illustration, et qui va même travailler avec des tatoueurs. On va varier le style, mais pas le médium. Et ça permet d'avoir une diversification qui n'est pas une dispersion. C'est intéressant parce qu'en ce moment, on voit un mouvement d'ailleurs où il y a de plus en plus d'artistes qui vont devenir aussi tatoueurs. C'est tout un mouvement qui est en train d'apparaître. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir Les Chambres, qui est un centre d'art qui fait à la fois tatouage et galerie, et qui est un peu dans cette mouvance-là, et qui nous disait récemment en décembre que les artistes qui faisaient aussi du tatouage, et bien souvent, ils vont avoir des expositions où ils vont vendre bizarrement peu d'œuvres, mais les gens préfèrent avoir des œuvres tatouées sur le corps. C'est un constat assez surprenant. En tout cas, ça a le coup d'être nommé. De même, alors maintenant, on va s'éloigner un petit peu, essayer de penser encore, on va en cercle concentrique, à l'image du Games People Play, du jeu que l'on joue, et de penser un peu plus loin que sa logique de gamme. On avait dit qu'on pouvait se diversifier, on avait dit qu'on pouvait aussi s'auto-distribuer, que ça pouvait nous permettre d'avoir des résidences, de gérer des lieux, de faire soi-même ses expositions. Tout ça, en fait, ça fait partie de notre activité. Et il y a aussi l'idée de, par rapport à ce que vous produisez, votre production, votre création, c'est de transformer l'objet, de voir en tout cas s'il ne peut pas y avoir un service qui est associé, ou quand vous faites un cours, par exemple, de voir s'il ne peut pas y avoir des œuvres associées à vendre. L'idée, c'est quand on pense en logique de gamme, quand on doit essayer de penser son activité, c'est toujours de voir qu'est-ce que je peux faire quand je fais une création autour en tant que service, et quand je fais un service, qu'est-ce que je peux faire comme produit. Typiquement, on pourrait imaginer que par rapport au travail de la Maison des Artistes, la Maison des Artistes puisse produire un livre. Il y a un service, qui est le service de l'association, et puis il va y avoir le produit de l'association qui serait un livre. Ça, c'est un exemple de logique de gamme. On peut l'appliquer. Donc, c'est de se dire que l'œuvre, c'est aussi la performance de création de l'œuvre. C'est ce que vous faites à côté. Je continue. Exemple. Je prends l'exemple de Christine Boulanger. Christine Boulanger qui est dessinatrice, portraitiste. Ce qu'elle propose en réalité, c'est aux collectivités, aux mairies, c'est de faire des portraits des habitants. Et ce qu'elle va facturer, c'est le fait de faire des ateliers témoignages où les habitants vont faire des témoignages sur leur vie pendant qu'elle va les portraiturer et elle va organiser l'exposition pour la mairie. Et en fait, c'est tout ce service de production. C'est un service. Ce qu'elle vend, c'est le fait de le faire, le fait d'organiser une exposition, le fait d'organiser des ateliers où elle va recueillir la parole des habitants et faire des portraits. Elle fait ça aussi bien en entreprise que pour les collectivités territoriales, qui va être facturé. Ce n'est pas uniquement en fait le dessin qui est vendu. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment penser typiquement ce qu'on va appeler penser une logique de gamme. C'est comment je passe d'un produit à un service. Alors j'utilise des gros mots, mais le travail de Christine Boulanger est très fin et très complet comme ça et permet en fait d'expliquer encore mieux sa démarche. Une technique et l'expression de la recherche de l'artiste, elle se transmet bien sûr. Quand on va parler de son activité, on va parler aussi des cours qu'on va faire autour de sa technique. Alors, quand on va donner des cours d'art plastique, des cours de dessin ou des cours de photo, le mieux, c'est toujours de pouvoir le relier à sa démarche artistique, d'avoir une démarche même dans son enseignement, dans sa transmission. Et en faisant ça, on va même apporter une valeur supérieure à la manière dont on transmet. Ce n'est pas juste un cours de dessin, un cours de céramique, c'est une manière de concevoir la céramique et c'est ce que vous allez transmettre. Ça permet aussi de trouver plusieurs cours. Alors, je vais prendre un exemple, l'exemple de Catherine Vaès, qui a fondé aussi les ateliers à apporter, donc qui est à la fois artiste plasticienne, qui va vendre son travail sur différents sites, et qui va être aussi professeur d'art plastique, notamment pour les enfants. Et donc, elle est prof, donc ça c'est un service. Elle va créer l'atelier à emporter,
Donc des boîtes, ça, c'est ce qu'elle a fait pendant le Covid, des boîtes qui permettent aux enfants de créer avec leurs parents. On pourrait même dire le contraire, des parents qui pourraient créer avec leurs enfants. Des kits pour créer, les ateliers à emporter. Ça, c'est un bon exemple aussi pour essayer d'optimiser, d'avoir un revenu plus régulier. Alors, de même, il y a aussi l'idée, quand on va penser son activité, c'est de faire varier des cibles, de toucher d'autres cibles, à l'image du Achille blessé d'Albacini, 19e. C'est de passer du B2C, attention, gros mot, B2C, qu'est-ce que ça veut dire? C'est business to customer, c'est-à-dire quand on s'adresse à des particuliers, typiquement je vais vendre en galerie ou je vais vendre lors d'une exposition à un particulier, au fait de vendre à des entreprises. Donc ce n'est pas tout à fait le même marché, ça peut être intéressant parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des œuvres qui vont bien se vendre en entreprise et d'autres qui vont plus se vendre à des particuliers. Ah oui, ce n'est pas forcément les mêmes tailles, donc ça va varier. Prendre un exemple, typiquement pour le B2B, donc le fait de vendre à des entreprises, vous allez avoir des réseaux spécialisés, LinkedIn. On pourrait faire une conférence d'ailleurs uniquement sur LinkedIn. Je reprends l'exemple de deux profils intéressants dont on peut s'inspirer. Nadja M, artiste plasticienne, donc là c'est son profil LinkedIn, professeur d'art plastique, professeur d'art et consultante en art écologie pour team building. Donc là, ce qu'elle va proposer aux entreprises, vous voyez, ce n'est pas forcément d'acheter des œuvres, mais c'est d'organiser des choses autour de l'art écologie, sa thématique. Donc, il y a les trois thématiques. Donc, plasticienne, écologie, team building. Et ça tient, c'est très, très court. Donc, c'est intéressant d'avoir un LinkedIn, mais de savoir aussi ce qu'on propose aux entreprises, d'avoir une offre entreprise. De même, Alain Villemet, qui est sculpteur, qui fait des œuvres monumentales dans l'espace public, là c'est ce qu'il fait, créateur de sculptures monumentales, c'est ce qu'il dit, et qui propose des locations d'œuvres d'art pour l'événementiel, parce que ce sont souvent des très grandes œuvres. On verra aussi, vous pouvez aller voir le site d'Alain, le site internet qui est très bien fait, et on voit aussi qu'Alain va même faire des objets beaucoup plus petits, il va appeler des bijoux d'art, et donc il va avoir une gamme comme ça très très large. Alors, comment on fait pour travailler avec les entreprises? Eh bien, il y a tout un monde du B2B que vous pouvez retrouver. Alors là, je vous ai proposé quelques références. Typiquement, si je prends l'exemple de Muséo, Muséo va faire appel à des artistes pour il va passer des commandes à des artistes pour habiller des hôtels, habiller des restaurants. Ils vont chercher des signatures de pièces originales. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez Collab Factory qui crée avec l'artiste, qui va rapprocher des artistes et des marques. L'artiste va par exemple même habiller une bouteille de Montbé Saphir. Et puis vous avez le PAN, qui est aussi qui donne des cours d'art plastique en ligne et organise des team building. Et donc ils ont d'ailleurs fait travailler Nadja. Vous avez aussi des galeries qui vont faire des expositions en entreprise. C'est le cas d'Allegra Garté. Et puis vous avez ce qu'on appelle des entreprises d'ingénierie culturelle comme Artistic Bazar, tout simplement qui vont créer des parcours d'art pour une mairie, par exemple. Donc vous voyez un ensemble en fait de choses qui vont venir compléter souvent le revenu de l'artiste. Et donc c'est une question qu'on peut se poser quand on est artiste. Est-ce qu'on peut répondre à des commandes? Est-ce qu'on peut travailler avec l'entreprise? Est-ce qu'on peut animer certains ateliers? Est-ce qu'on le souhaite? Ce sont des questions qu'on peut se poser quand on va penser à son modèle économique. Encore Olivier Masmontaigne, artiste qui travaille sur le paysage et le figuratif, le renouveau du figuratif, et qui, l'année dernière, en octobre, a fait une collaboration avec Éric Bompard. Donc là, c'est juste pour dire que ça existe, à l'exemple de la Collab Factory. Donc, il a travaillé sur une collection capsule pour un pull. Alors, c'est pas forcément l'objectif de travailler avec Éric Bompard, c'est pas ça. Mais ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand. De même, on va mettre en place, quand on réfléchit à sa démarche et au modèle qu'on pourrait avoir autour de sa démarche artistique, eh bien, forcément, on va mettre en place des outils de veille. C'est-à-dire comment je fais pour
être à l'écoute, ce qu'on pourrait appeler être à l'écoute de ce qui se passe, c'est-à-dire repérer tel ou tel appel à projet, telle ou telle résidence, tel ou tel cours que je pourrais donner, tel ou tel appel à exposition au parcours d'art. Alors bien sûr, là, le monde institutionnel peut rentrer dans une des sources de revenus de l'artiste. Encore une fois, il n'y a, dans tout ce qu'on voit ce soir ensemble, il n'y a rien qui garantisse à 100% vos revenus, qui permettent à 100% de vivre. C'est l'ensemble de ces choses-là qui peuvent à un moment permettre de trouver un équilibre. Peut-être avec un peu plus d'exposition, un peu plus de ventes, un peu moins de cours, un peu plus de cours, un peu moins de ventes, etc., etc. Donc, comment on fait pour rester à l'écoute des appels à projets? Eh bien, souvent, on va mettre en place des outils de veille. Alors, il y a énormément de sites qui vont relayer des appels à projets et il y a 3 grands ministères qui publient énormément d'appels à projets pour les artistes. Le ministère des Affaires étrangères, on avait fait une intervention sur l'art à l'international, comment ça peut y avoir des résidences qui sont internationales, qui sont quelquefois même plus faciles à avoir que celles au niveau national. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports qui va demander à des artistes de créer et aussi de faire des médiations autour de ces créations, c'est-à-dire d'expliquer à un public ce que veut dire l'œuvre qui est créée. Et puis le ministère de la Culture, avec les DRAC, on avait fait tout un cycle dessus. Qu'est-ce que ça veut dire rester à l'écoute? Je vais vous donner un exemple, partager avec vous un exemple sur ce qui pourrait se passer en 2022, justement, puisqu'on est là au début d'année. C'est le lancement du label Objectif 100% EAC. Alors, ça, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et création de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 100% EAC, donc c'est l'éducation artistique et culturelle, c'est la volonté en 2022. C'est un label qui est sorti en décembre 2021, et puis là va prendre un peu plus son d'ampleur et d'importance. C'est un label qui est attribué aux régions qui permettent aux collégiens, aux primaires, jusqu'à l'université, d'être en lien avec l'art. Et dans ce cadre-là, il y a des résidences qui sont montées pour accueillir des artistes. Le fait de savoir qu'il y a un label qui vient de sortir, qu'il va y avoir cette année la création d'un Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle pour sensibiliser aux interventions d'artistes, pour peut-être former les artistes à intervenir en milieu scolaire sans forcément donner des cours. Hein. C'est ce qu'on appelle des résidences missions. On va aussi créer dans des lieux scolaires. Eh bien, c'est quelque chose, quand on sait qu'il y a cette direction-là qui est donnée, c'est quelque chose où on va tendre l'oreille. Voilà, je sais qu'il y a l'objectif 100% EAC, donc je vais m'intéresser un petit peu à ça. Il y aura sûrement, en fait, des appels à projets qui vont sortir de ce côté-là. Donc, ça peut être intéressant de regarder. Ce qu'on va appeler le mot-clé, c'est 100% EAC. Vous allez voir, il y a énormément de choses qui sont en train d'apparaître. Donc, voilà un exemple. Alors, maintenant, comment je fais pour me retrouver dans tout ce qu'on a vu là en ce moment? Eh bien, on peut peut-être se faire une cartographie justement pour essayer de naviguer dans la jungle aquatique du milieu artistique. Et cette carte va nous permettre de nous poser les bonnes questions en réalité. Donc, on peut prendre ensemble bien une feuille et un crayon et puis commencer à tracer des traits, des ronds. Et on va partir, vous voyez, au centre du positionnement. C'est-à-dire qu'il faudra toujours se poser la question: pourquoi je crée? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Qu'est-ce que je veux faire? Ça, ce sont des questions qui sont importantes parce que ça va vraiment nous permettre de faire les bons choix. Donc, on fait son positionnement. Et puis après, il y a 2 branches. Vous voyez, il y a la branche œuvre, puis il y a la branche service. Œuvre, c'est la production. Est-ce que j'ai une production qui va pour le B2B, c'est-à-dire pour les entreprises? Est-ce que je veux faire des commandes? Si oui, quels sont les intermédiaires que je pourrais avoir? Dans ce cas-là, je peux très bien regarder la vidéo sur le sujet. Est-ce que je fais des choses plutôt pour les particuliers? Donc, dans ce cas-là, quelles sont les expositions auxquelles je vais participer? Est-ce que je vais participer à des expositions de collectifs? Est-ce que je vais travailler avec des galeries, etc., etc. Est-ce que je vends sur Internet? Vous voyez, c'est toutes les questions que je vais me poser. Est-ce que je vends des originaux? Est-ce que je vends des reproductions ou des estampes?
voyez, c'est encore deux choses différentes. Est-ce que je peux avoir une œuvre originale que je vais faire varier en estampes, hein, parce que je vais en faire une version d'estampe, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont toutes ces questions-là pour les œuvres. Puis à partir de mon positionnement, est-ce que je peux faire des services? Est-ce que je vais, par exemple, faire du team building comme Nadja? Est-ce que je vais m'adresser à donner des cours en entreprise ou à faire des résidences en entreprise où je vais initier certains collaborateurs à l'art? Ou est-ce que je vais tout simplement proposer des cours dans mes ateliers, par exemple? Est-ce que je vais aussi proposer de partager du matériel à d'autres artistes? Parce que là, il y a d'autres sources de revenus, etc., etc. Donc, en faisant cette cartographie, à partir de son positionnement, on va pouvoir faire des choix et prioriser, puisqu'on a vu qu'on n'avait pas forcément la possibilité de tout faire, puisque notre temps est limité. Notre temps, c'est notre matière première. Alors, à partir de voilà un exemple. Alors, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui pourrait être illustrateur. Eh bien, il a son positionnement, on pourrait le développer. Il va faire des grands portraits avec Artistic Bazar, vous voyez l'œuvre. Il va faire des commandes dans l'espace public, à l'image de Christine Boulanger, et puis il va vendre, lors d'expositions, des illustrations originales dans une galerie éphémère, le pop-up du label, par exemple. Il va aussi vendre des reproductions des estampes numérotées dans une galerie, la Slow Gallery, par exemple. Et puis, il travaille aussi dans un atelier, l'atelier Serre-Joindre. Ça lui permet de faire des formations, de donner des formations. Et il va aussi intervenir en entreprise lors de team building ou d'ateliers éphémères avec le PAN. Et vous voyez que là, on a un exemple d'un modèle de revenus différent, diversifié, mais qui est toujours relié au positionnement artistique. Alors, voilà, propose une synthèse. Alors, on va dessiner le modèle de revenus que pourrait représenter le positionnement qu'on a vu. Alors là, ce que je vous propose, c'est vraiment quelque chose de purement, j'allais dire, c'est vraiment un exemple, mais qui vaut uniquement, qui ne vaut pas pour tous les artistes, qui vaut par rapport à un positionnement. Encore une fois, c'est toujours par rapport à un positionnement. Donc là, on va regarder un modèle économique, on va le synthétiser, mais c'est souvent des choses qui sont à prendre avec des pincettes parce que ça dépend énormément de votre positionnement. Là, tout ce que je vais dire, c'est quelque chose, ce que je vous montre, c'est vraiment quelque chose de très à prendre vraiment avec des pincettes. On n'oubliera pas que 99% des chiffres ne racontent que 49% de l'histoire. Alors, le revenu moyen d'un artiste, encore une fois, ce sont des chiffres, il y a beaucoup, c'est très difficile de trouver des chiffres exacts. Là, on va dire que c'est 20 000 € par an. Attention, c'est à prendre avec des pincettes. Eh bien, on va voir que les cours et les ateliers qui sont donnés, donc des cours ou des stages professionnels, peuvent représenter une grande partie des revenus. Que la vente d'œuvres en gris, par exemple, va représenter aussi l'autre partie. Mais vous voyez que les cours, quelquefois, peuvent représenter beaucoup plus que la vente d'œuvres. On va avoir aussi une part non négligeable de commandes, missions, interventions qui ne sont pas forcément directement reliées au fait de vendre des œuvres. Donc, intervention, ça peut être le fait de faire une conférence, le fait de répondre à une commande. Ça peut même être des missions, puisqu'on a souvent des activités qui sont complémentaires. Hein. Par exemple, je suis aussi graphiste ou je vais faire une intervention sur une scénographie pour aider quelqu'un. Ce sont des choses que je peux facturer. Et puis, il y a aussi tout ce qui est résidence ou bourse, aide. Ça rentre, alors ça, c'est très aléatoire aussi, mais ça peut rentrer dans les sources de revenus. Donc ça, c'est une synthèse de tout ce qu'on a vu aussi avant et de voir comment ça pourrait se répartir. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose à prendre avec distance puisque il n'y a que des cas particuliers qui correspondent à des démarches uniques. Alors, les dangers, quand on essaye de penser son modèle économique. Comment on va éviter de faire un flop à l'image des pommes de Yosuke Amenya de 2021? Eh bien, dès que vous développez une nouvelle brique, si on se rappelle ce qu'on s'était dit sur la loi de Gall au tout début, dès qu'on développe une nouvelle brique, ça prend du temps. Une nouvelle offre, ça prend du temps. Alors, si l'offre, elle est vraiment très différente
de ce qu'on fait, eh bien, souvent, ça va nous prendre beaucoup trop de temps et on va soit abandonner, soit on ne va pas s'y retrouver économiquement. Puis ça peut ne pas marcher. Quelquefois, on a aussi des opportunités qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah tiens, il y a une personne qui m'a demandé une commande pour faire des portraits. Je vais peut-être développer tout un nouveau service de portrait, par exemple. Pourquoi pas? Mais est-ce que, on va parler de profondeur de la demande, est-ce qu'il y a assez de personnes qui seraient intéressées ou ce n'est pas juste une opportunité unique? Donc, il faut aussi savoir quelle est l'opportunité. Et puis, l'autre danger, c'est de développer des offres sans aucun rapport avec son travail. Donc, par exemple, je fais quelque chose qui est vraiment n'a aucun rapport. Alors, des fois, on est obligé. Et si on peut éviter, faut essayer. Et parce qu'on va perdre l'effet de convergence dont on parlait. C'est que toutes les actions que je fais se nourrissent les unes avec les autres. L'autre danger, ce serait de ne pas se diversifier, de juste vouloir vendre un seul type d'œuvre, toujours au même prix, par exemple. Alors, bien sûr, quand on commence cette année, d'ailleurs, avec plein d'incertitudes. Et dans l'incertitude, il ne sert à rien de prédire le futur. On ne sait pas forcément ce qui va se passer. Nous pouvons, cependant, à partir des moyens dont nous disposons, rechercher ce que ces moyens permettent d'atteindre et se rapprocher par rebond d'un objectif plus global, porteur de sens pour nous. L'important, c'est d'avoir cet horizon, d'avoir des objectifs sur le long terme, en sachant que les choses prennent du temps. Et plutôt que de se dire, il faut à tout prix que j'ai ces objectifs-là, je vais d'abord regarder ce que j'ai, faire l'état des lieux, ce qu'on se disait au début. Est-ce que j'ai un atelier? Est-ce que j'ai envie de donner des cours? Quel est mon positionnement? Faire ma cartographie pour essayer de voir ce que je pourrais développer. Et petit à petit, par rebond, se rapprocher de ce qui fait sens pour nous et toujours essayer d'aller dans la même direction, dans cette ligne d'horizon que l'on peut se dessiner, qui nous anime, cette ligne d'horizon qui fait que l'on veut créer et qu'on se dit c'est par là qu'il faut que j'aille. C'est ce qu'on appelle la logique effectuale, c'est de partir de ce qu'on a pour construire des objectifs en fonction des moyens qu'on a. Ça nous permet à la fois d'avoir une certaine réalité et d'avancer petit à petit dans l'incertitude. Et c'est sur ces mots que je vous remercie. Super, merci Pierre-Benoît. On était en train de récupérer. Alors, il y a eu pas mal de questions, mais il y a eu aussi beaucoup de commentaires. D'accord. Je pense que ça serait pas mal de les évacuer avant de retourner sur des explications et des cas concrets. Certains d'entre vous réagissent en disant que ça va trop ressembler à une entreprise et puis à une activité d'artiste. Et ben, c'est exactement tout le sujet du webinaire en fait. Et de toute la panoplie de webinaires qu'on met en fait à votre disposition, c'est tout le fond de ces propos qui sont de comment rendre votre activité la plus viable possible pour passer d'une activité de loisir à une activité professionnelle. Sans que ça vous prenne du temps là où il ne faut pas que ça en prenne, tout en vous donnant des clés de construction, des clés de compréhension et toutes les bonnes adresses ou les astuces de Pierre Benoît qui l'illustre avec des exemples concrets et applicables. Donc voilà, c'était juste pour désamorcer ça parce que en fait, le but, c'est vous avez un SIRET. Vous êtes une entreprise. C'est juste que vous n'êtes pas marchand de tapis, vous n'êtes pas là à faire la danse du ventre à tout va, à n'importe qui, à n'importe quel moment de la journée. Le webinaire, il s'articule à comment prendre le temps qu'il faut pour optimiser le temps qui est pris à destination de quel client potentiel, qu'il soit un acheteur ou qu'il soit une relation professionnelle par le futur, pour faire un réseau, pour pouvoir rebondir pour une prochaine expo, pour avoir des idées, pour diversifier son activité, sans se trahir soi-même et sans trahir sa création.
Et c'est pour ça que tous les exemples donnés par Pierre Benoît, évidemment, il ne faut pas les appliquer à chacun d'entre vous et dans l'ensemble des exemples donnés. Il faut venir piocher une idée par-ci, une idée par-là, des idées avec lesquelles vous êtes à l'aise. À l'aise dans votre morale et à l'aise dans l'application. Donc voilà. C'était C'est juste pour dire ça. exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la carte, on part bien de sa démarche artistique. C'est vraiment important. Ouais. Contrairement à nous, on est dans une démarche qui doit être entrepreneuriale quand on cherche à vivre de son art, mais ça ne veut pas dire qu'on renie sa démarche artistique. Bien au contraire, en fait. Le but n'étant pas de vous faire ouvrir une boutique de porte-clés, t-shirts et culottes à l'effigie de vos J'espère qu'on n'a sculptures pas ou de vos compris ça. tableaux, ou voilà, hein, pas du tout. Mais peut-être que vous vous C'est pas ça apercevrez que lors d'une exposition sur un salon, que vendre des cartes postales ou quelques lithos, ça marche mieux que de vendre un original à 4 000 € parce que forcément, les gens ils passent plus le pas d'un petit achat. Mais continuez à vouloir vendre des originaux à 4 000 €. Ah, C'est bien sûr. voilà, c'est pas du tout faire autre chose. C'est rendre une dynamique, faire rentrer un peu d'argent pour pouvoir continuer à vous consacrer à ce que vous préférez dans votre création artistique, peut-être même. C'est comment s'autofinancer quelque part. C'est exactement. Donc c'est exact ça. Enfin, c'est ce qu'on a vu là ce soir. Alors c'est vrai qu'on a vu, c'était très dense hein, ce qu'on a vu. Donc c'est vrai ça peut paraître un peu étouffant. On se dit bon, mais je peux pas tout faire. Évidemment, il faut pas tout faire. Il faut faire des choses en fonction déjà, il faut faire des choses en fonction de ce qui nous correspond. Hein, peut-être que pour vous, c'est pas de faire des commandes. Vous voyez, enfin, Oui, donner des cours, par exemple, voilà, des cours de pratique artistique. c'est ça. C'est Enfin, une source viable et régulière, en tout cas beaucoup plus que de tenter sa chance sur un salon. exactement, exactement. Alors, on pourrait d'ailleurs faire quelque chose sur les salons, hein, mais c'est vraiment. Bon, voilà, là, vous avez vraiment un panorama assez large hein, de ce qu'on a vu avec des exemples. L'idée, c'est pas de reproduire à tout prix ces exemples-là, évidemment. C'est pour vous montrer quelle forme ça peut prendre. Ok. Bon, alors, pour les questions, ok. Alors, quels sont les écueils à éviter et pour ne pas créer une niche trop spécifique? Alors, au contraire, pour moi, c'est plus, c'est intéressant. Alors, de commencer, je prends il y a des artistes qui vont par exemple travailler sur une thématique très spécifique. Mais ça, cette thématique spécifique, ça va leur permettre de toucher un public tout aussi spécifique. Hein. Je prenais l'exemple du vin. Je pense par exemple à Stéphane Auton, qui vend énormément parce il travaille avec le brodenois et le vin, et il fait des choses qui plaisent énormément aux viticulteurs. Ok. Donc ça, c'est un exemple très concret. Il va avoir tout un marché de gens qui vont être intéressés par ça uniquement, alors qu'il a d'autres œuvres à côté qui sont sur l'eau, qui sont sur le corps de la femme, donc quelque chose de très différent. Donc, par contre, ce qui va lui qui va lui permettre d'avoir le plus de revenus, c'est son travail sur le vin. Et ça va lui permettre de créer à côté. Donc, pour moi, c'est pas un écueil, c'est pas ce serait pas une faute d'avoir une niche, au contraire. Je pense que c'est plus intéressant de commencer par une niche parce qu'on peut plus rapidement se faire connaître et toucher des gens qui sont intéressés par notre thématique, par exemple. Ok, entendu. Alors, il y avait aussi une question par rapport au NFT. Donc, on n'a pas développé ce soir, sachant qu'on a fait un webinaire dédié juste avant les congés de Noël, d'ailleurs, enfin, au mois de novembre. Mais les NFT sont sont un revenu artistique, hein, ils sont considérés comme tels. Donc, Oui. quelque... Alors, j'aurais pu dire, c'est une sorte de diversification dans la thématique de ce pour soir. moi, c'est une sorte de diversification Ah oui, c'est qui n'est juste pas. fiscal. Oui, oui, c'est vrai. Fiscalement, les impôts ont encore un peu de mal
fiscalement, les impôts ont encore un peu de mal à considérer ça comme un revenu artistique, mais c'est une diversification. C'est une diversification sur les plateformes, sur une nouvelle plateforme, et c'est une diversification sur un support et sur une matière de montrer son art. Et Ouais. donc, d'en tirer un revenu. Exactement. Et donc, il faut voir aussi aujourd'hui que, alors, il y a une bulle spéculative autour du NFT. C'est quelque chose qui n'est pas forcément. Alors, les NFT, pour faire très simple, c'est un acronyme pour Non-Fungible Token. Alors, c'est un acronyme anglais. Hein. Donc, c'est une œuvre digitale qui utilise une technologie de blockchain et qui se vend avec des crypto-monnaies. Donc là, je vous ai déjà... Pas forcément. Non, ça peut être en dollars ou en euros. Alors, ça peut être aussi en dollars. En tout cas, ça utilise Et c'est pas que des œuvres, c'est pas considéré exactement comme une œuvre digitale, en fait. On peut vendre des petits morceaux. C'est l'équivalent d'un certificat d'authenticité digital qui est certifié par de la blockchain. C'est ça. Mais on a fait une foire aux questions très très complète qui est disponible sur notre site. Je dis très complète parce que c'était tellement complet qu'on a dû la sous-diviser en catégories et elle fait plusieurs pages. Donc, vous pouvez prendre thématique par thématique pour commencer en fonction de votre intérêt sur la NFT. Et d'ailleurs, on en avait parlé au courant de l'année dernière. On s'est associé avec Hippocampe pour lancer une marketplace française, donc propre à la Maison des artistes et à Hippocampe, pour encadrer tout ça et justement désamorcer un peu tous les a priori qu'on peut avoir sur les bitcoins, parce que les NFT, c'est pas juste des bitcoins. C'est juste une plateforme. C'est un support et des plateformes différentes qu'on ne connaît pas encore tous très bien. C'est des moyens de contacter des clients, c'est des moyens d'avoir des revenus. Je ne vais pas le définir là comme ça. On avait fait tout un c'est quoi, c'est pas et qu'est-ce que c'est pas. Mais la foire aux questions vous éclairera et de toute façon, on vous tient au courant du projet. Bon, en tout cas, c'est vrai. Il faut commencer à s'y intéresser, hein, ça c'est sûr. C'est vrai que on aurait pu aussi essayer de nouvelles choses comme les NFT. C'est aussi une forme de diversification. Et la question avait été posée dans le chat, c'est pourquoi on n'avait pas abordé ce sujet-là ce soir. Bonne question. Voilà. C'est vrai que c'est encore les débuts quelque part, et on s'y intéresse nous fortement en tout cas. Si vous voulez faire un état des lieux de vos sources de revenus, vous pouvez, dans le cadre des permanences à la Maison des artistes, on ne l'avait pas dit, prendre rendez-vous avec nous, faire un état des lieux. Donc, je vous mets le contact, mon mail, n'hésitez pas. Alors, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous. Pour continuer donc sur les supports ou plateformes et la diversification, il y avait des questions par rapport à LinkedIn. La question c'était combien de connexions est-ce qu'il y a un chiffre comme quand on dit tant de publications Instagram Alors oui, vous avez. Alors ça fonctionne par ça. C'est un petit peu différent LinkedIn qu'Instagram. Donc LinkedIn, c'est associé au B2B, c'est-à-dire je fais quelque chose pour les entreprises. D'accord? Donc c'est pas tout à fait la même manière. On va parler de cercle. Je vais avoir mon premier cercle, c'est des gens avec qui je peux échanger facilement. Mon deuxième cercle, je pourrai envoyer en fait des demandes. On va parler de cercle en fait, donc j'ai une proximité plus lointaine. Et puis ça me permet de rentrer en contact facilement avec des personnes dans les entreprises. Donc on va plutôt voir le nombre de contacts que vous avez. Et c'est pas forcément des gens qui vous suivent, c'est des gens avec qui vous êtes en relation. Voilà. Ok. Oui, c'est pas un réseau entre artistes vraiment. C'est vraiment là pour proposer des choses assez ciblées. C'est pas un réseau entre artistes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes. C'est encore peu utilisé. C'est encore peu utilisé, donc je vous conseille d'investir LinkedIn parce que certains artistes, j'ai eu des retours d'artistes, on a eu des retours d'artistes qui avaient trouvé des agences, des gens qui les ont fait intervenir en entreprise via LinkedIn. Donc ça peut très très bien fonctionner. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, qu'est-ce qu'un micro-influenceur? Un micro-influenceur, c'est quelqu'un qui a moins de 10 000 abonnés sur Instagram. Ok, on est tous des micro-influenceurs. On est tous des micro-influenceurs. Alors, Hashtag le rire derrière, c'était micro-influenceur. Antina Garnier, la directrice. Vu que mon micro est ouvert, je pense que tout le monde a dû l'entendre. Ok, très bien. Faut-il, alors j'ai déjà la réponse, mais faut-il payer un publi-reportage dans un magazine pour se faire voir? Alors moi, je vous déconseille de faire ça. Nous le déconseillons aussi à la Maison des artistes. Peu de retombées. Voilà, c'est ça, exactement. Peu de retombées aujourd'hui, et puis souvent, c'est que vous avez été démarché par un magazine qui vous propose ça. Le problème, c'est que ça ne rentre pas dans une stratégie générale. C'est-à-dire qu'il faut avoir une stratégie de communication où, à un moment, on se dit, est-ce qu'on va avoir un budget pour acheter des posts Instagram, parce que c'est pas que du public reportage dans des magazines, c'est un budget com. Alors, pourquoi pas? Moi, bon, c'est vraiment une question, mais si c'est fait de manière aléatoire et unique, de manière vraiment ponctuelle, ça ne sert à rien. Ok, entendu. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Ah, alors, cette question-là me plaît beaucoup parce que ça va me permettre de, de parler de quelque chose en particulier. Faut-il se regrouper en association d'artistes pour gérer et organiser des expos, par exemple? Et si oui, quels en sont les avantages? Alors, encore une fois, ça rentre exactement dans ce qu'on se disait sur la diversification, enfin, et les appariements, le concept d'appariement de Pierre-Michel Menger, le sociologue, qui dit, bah oui, si vous allez rentrer dans des collectifs, faire des associations, au début, ça peut être très intéressant, parce que vous allez mutualiser du réseau, hein, parce que quand vous allez faire une exposition, bah, vous allez communiquer à plusieurs, il y aura plusieurs personnes qui vont venir. Vous allez échanger des bonnes pratiques, vous allez peut-être aussi échanger des plans, etc. etc. Et ça peut vraiment vous aider. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à un moment dans sa trajectoire. Ok, entendu. Voilà. Je vois des questions Alors, sur les agents, sur les cours dans les ateliers. oui, alors je gardais les questions par rapport aux revenus, ce qui rentrait, ce qui rentrait Ouais, pas dans les très revenus bien. artistiques pour les regrouper après. Très bien. Il y avait pas mal de questions aussi sur les tarifs, sur les prix, par contre. Comment établir les prix en dehors d'une œuvre, en fait. Alors, Les il y a étiquettes de vin, Alors, ouais, sur tout ce les qui est service, repros. commande, intervention. Alors, il y a le réseau Astre qui a publié une grille tarifaire. Mhm, C'est un des repères, hein, notamment pour les interventions d'artistes. Je ne sais pas si vous avez ok. suivi. Alors, je peux vous mettre le lien dans le chat à la limite. Oui, comme les sociétés de droits d'auteur qui publient des grilles Voilà, alors tarifaires attention. aussi. Voilà, attention à ça parce Sachant que que c'est des tarifs bas, hein, souvent. voilà, Mais, je vais vous prendre le référentiel sur les activités. Voilà, hop. Vous avez ça dans les comptes, ce qu'on appelle les contrats de filière. Donc vous verrez, donc il y a des tarifications. Alors la difficulté, souvent, c'est vraiment le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours des grilles tarifaires qui sont précises quand vous êtes à la journée, quand vous travaillez à la journée. Je pense ça à des fresquistes, par ça exemple. n'existe pas. Les Voilà, artistes ne peuvent pas ça, facturer à la journée. vous ne pouvez pas. Ils peuvent penser un tarif à la journée, ils peuvent Exactement, parler d'un tarif à la journée à leurs clients, mais ils ne peuvent pas facturer à la journée. exactement. Parce que Ça rentre pas. vous Sinon, c'est de facturez la une œuvre. presta. Sinon, c'est de la presta. Alors, vous pouvez, pour avoir des repères, justement, la question sur la tarification, c'est Mhm, d'avoir des repères de ce qui se fait dans le marché. C'était mhm, d'ailleurs la question qui était posée. Vous mhm, pouvez aussi aller sur des sites comme Malte, sur des choses qui ne sont pas directement de la vente d'œuvres. Le mhm, site Malte, bah, vous avez plein de gens qui publient les tarifications. Je pense à des mhm, artistes qui font de la restauration d'œuvres d'art. mhm. Oui, Ça se fait. Eh oui, bien, pour voir. parce qu'en fait,
toute personne peut être déclarée en tant qu'artiste-auteur pour la vente de ses revenus et dans quelques cas, certes des repros, j'y viens après, et pour les cours, etc. Mais peut de toute façon avoir un deuxième régime fiscal ou un deuxième régime social, donc un deuxième SIRET, pour avoir des revenus en dehors de ses revenus artistiques, en tant que micro-entreprise, en tant que commerçant, en tant qu'artisan, etc. Donc ça, vous pouvez cumuler, il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir plusieurs SIRET et facturer avec le SIRET correspondant à la catégorie de revenus que vous êtes en train de facturer. Exactement. Et donc, dans une logique de tarification, souvent, alors là, vraiment, on avait fait une intervention sur les tarifs, c'est vraiment de trouver les repères qui correspondent à ces prestations-là. Et donc, il y a des petites techniques comme Malte, par exemple, comme sur des choses qui ne sont pas directement liées à l'œuvre. Mais bien, alors je pense notamment à tout ce qui est fresque. Quand vous devez réaliser une fresque, c'est pas toujours évident de faire les prix. Donc, regardez sur ces sites-là pour faire votre prix. Mais évidemment, vous ne le mettrez pas sur votre devis ni sur votre facture. Le tarif à la journée. Un artiste nous dit qu'il a été contacté par Ouz. Est-ce qu'on en pense quelque chose? Est-ce qu'on les connaît? Ouais, alors ça dépend. Si vous en demandez de l'argent, c'est non. Oui, c'est sûr. Un peu direct, là. Après, c'est pas un mauvais site. Hein. Ok. Mais si vous demandez de l'argent, Pour commencer à être ouais, visible. ouais. Encore une fois, ça peut être intéressant vraiment d'aller alors sur les galeries en ligne, je pense à tout ce qui est en ligne, c'est aussi d'aller des fois sur les galeries à l'étranger. Je pense à des galeries en Angleterre, par exemple. Vous pouvez mettre vos œuvres, parce que c'est pas tout à fait le même référencement. Vous allez vous adresser plus facilement à un public anglais. Parce que eux, ils connaissent le site, ou alors parce que dans le web anglais, c'est un peu mieux référencé. Donc, vous pouvez comme ça faire varier, j'allais dire, multiplier les portes d'entrée. Ça permet de rencontrer plus de monde. Voyez. Bon, Est-ce très bien, que, Isabelle, tant mieux, tant mieux, tant mieux. est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de faire appel à un agent pour Non, gérer sa com et sa vente? non, non, non. Non, parce alors, avant d'avoir un agent, Il faut avoir une très grosse production. ouais, c'est pas tout de suite. Oui, on peut, mais, mais voilà. Mais c'est pas un budget Non, à en se fait, fixer au début, quoi. C'est non, non, pas pas du tout. une. Pas du tout. Pareil pour les attachés de presse. Mhm. Les attachés de presse, ça coûte très très cher si on veut que ce soit utile. C'est vraiment quelque chose. Faut vraiment y réfléchir. Enfin, c'est pas automatique, loin de là. Voilà. Puis Ok. l'agent, en fait, c'est quelque chose qui existe quasiment plus. Enfin, c'est très particulier. Mhm. Pour moi, c'est très très particulier. C'est presque un autre sujet. Ok. Il y avait des questions aussi sur les galeries et les galeristes, qui étaient, comment rentrer en contact avec un galeriste? Il me semble qu'on on a fait un webinaire dédié. Mm. Donc on va pas redévelopper là là-dessus, mais et il y avait la question qui était: vous cherchez le galeriste ou le galeriste vous trouve? Alors, alors, les deux, en fait. Les deux, mon capitaine. Ça se fait dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on va avoir souvent. Alors, c'est pour ça que c'est important c'est pour ça que c'est important d'avoir une présence sur Instagram. Parce que tout le monde est sur Instagram et fait de la veille sur Instagram. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, on va avoir ça et on va rentrer en contact petit à petit, en se suivant, en laissant des commentaires avec des galeristes. Ça, c'est un des aspects pour trouver le galeriste. Il arrive aussi que ça arrive, on puisse trouver des galeristes en les démarchant directement. Moi, j'ai des retours sur ce sujet qui sont positifs. Ça existe. Et puis, souvent, ça va être aussi soit un collectionneur qui va vous recommander à un galeriste, Ok. quelqu'un qui vous achète, qui va vous dire « Ah, bah, vous devriez rencontrer ce galeriste-là, je l'aime bien, etc. » Soit un autre artiste qui va vous faire rencontrer. Vous voyez, Mhm. c'est souvent des mises en relation, ce qu'on va appeler de la prospection chaude, c'est-à-dire que c'est un contact qui vous met en relation, mais ça peut aussi être de la prospection froide, c'est-à-dire j'envoie mon dossier. Artistix, par exemple, c'est ça, que j'ai cité avec Romain Langlois. Ils reçoivent des dossiers, ils sélectionnent des artistes. Voyez. Ok. Donc les deux existent. Il faut pas, en fait, il ne faudrait pas se dire de toute façon, je le fais pas parce que c'est le galeriste qui va me trouver.
Ouais. Ça, il faut éviter ce point-là. Vous voyez. D'accord, entendu. Il y avait un commentaire qui disait, mais toute cette diversification, les livres d'art, les produits dérivés, etc., ça demande un sacré budget de mise de départ. Alors, c'est pour ça qu'on se réfère à la loi de Galles. Rappelez-vous, qui dit qu'on construit des briques les unes après les autres. D'accord? Donc, je ne vais pas commencer à tout faire et à bloquer. Effectivement, cette personne a raison, ça demande une petite mise de départ des fois. Et à tout bloquer tout mon capital, perdre tout cet argent en faisant tout. Parce que là, j'ai des chances que ça ne marche pas. Je dois faire petit à petit. D'accord? Donc, je vais choisir peut-être un moment parce que j'ai une opportunité avec un éditeur de faire une monographie. Et on va demander avec l'éditeur la bourse de la DAGP sur les monographies, par exemple. Puis je vais faire ce livre-là. Mais ça, c'est un projet. Je ne vais pas en faire 10, en fait. Je dois prioriser. Alors, tout système complexe part d'un système simple qui évolue dans le temps. Donc, effectivement, la personne avait raison, mais il ne faut pas se lancer dans tout, en fait. Très bien. Ça peut coûter cher, mais en fait, il faut le faire ça peut avec coûter cher, mais parcimonie. étalé sur 5-10 ans, ça coûte pas cher. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des clés concrètes pour définir son positionnement? Oui. La clé Est-ce que, concrète, parce que voilà, on demandait à ce que tu reviennes un peu sur cette idée de positionnement avec le schéma que tu avais fait. ouais, alors c'est vrai que c'est vraiment un webinaire aussi à part entière. Hein. C'est essentiel en fait. Tout part de là. On peut se poser des questions qui vont nous permettre de commencer à verbaliser notre positionnement artistique. Ce positionnement, on va le retrouver dans votre portfolio, on va le retrouver dans des candidatures que vous allez faire pour des bourses ou des résidences, et aussi sur des sites de vente ou dans les galeries, parce que c'est des textes de présentation en fait. Donc avant d'avoir tous ces textes de présentation, eh bien, on va penser, verbaliser, formuler son positionnement. Et donc on va partir d'abord de la première question qui est pourquoi je crée? Qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que je veux dire à travers ma forme? Ça peut, au début, ça peut tenir en une phrase, 2 phrases, 3 phrases. On n'a pas besoin de faire des choses très complexes au début. Alors, les textes de présentation, c'est souvent 10 lignes maximum. Alors, après, si vous décidez de faire des bourses de soutien du CNAP, on avait vu que ça peut être beaucoup plus long, mais on part de des choses simples, toujours. Donc, pourquoi vous créez? Ensuite, c'est comment vous créez. C'est-à-dire, quelle est la technique qui vous permet de réaliser votre pourquoi. Ça pourrait être, par exemple, si je prends l'exemple de Klein, le bleu Klein, on va voir un positionnement de Klein, eh bien qu'est-ce qu'il nous dit? Quand on lit ses écrits, il va dire pourquoi je crée? Je veux exprimer la sensation de l'âme de manière immédiate. Ok, vaste programme. Comment on fait? En créant une couleur qui n'existe pas dans la nature, le bleu Klein. Parce que le bleu ne va pas être représenté, ne va pas illustrer quelque chose du monde visuel, du monde qu'on voit. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Donc, voilà. Ce que c'est un tableau, une peinture. Ça, c'est un début de positionnement. Donc, on peut juste en réfléchissant à ces 3 questions, avoir un début de positionnement. Et puis après, son positionnement, ça va être aussi évidemment par rapport aux autres artistes, mais aussi par rapport à ce qui s'achète, à ce qui se vend. On va essayer aussi de vous positionner par rapport à telle ou telle galerie. On avait vu l'exemple de la Slow Gallery, par exemple. La Slow Gallery qui fait des estampes et du print, eh bien, elle va avoir un positionnement sur le marché, puisqu'elle dit, moi, je vends que des reproductions, et puis des choses qui sont associées aux arts graphiques, par exemple. Ça, c'est aussi un positionnement. Donc, à partir de ma démarche artistique, il va y avoir mon positionnement sur le marché de l'art qui va en découler. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, effectivement. Et ça, c'est cette petite technique de ces 3 questions, pourquoi, comment, quoi, ça peut vraiment vous aider. Ok, j'en profite pour placer que c'est typiquement le genre de sujet qu'on aborde lors de l'entretien qui est proposé au sein de la Condamine dans le cadre du partenariat qu'on a avec vous et que chaque adhérent de l'association Maison des Artistes peut avoir gratuitement. Exactement.
une des branches du partenariat avec la Condamine est ce fameux rendez-vous. Alors, comment ça fonctionne? C'est si vous n'avez pas encore eu de rendez-vous avec la Condamine, évidemment. Hein. Sinon, bah, voilà, après, c'est à voir pour aller plus loin avec la Condamine dans un accompagnement au-delà de ça. Mais en tout cas, c'est un premier entretien qui permet de poser les bases et qui permet de vous interroger sur justement ce positionnement, votre diffusion et votre développement potentiel. Exactement. C'est voilà, c'est semer des graines pour après. C'est semer des graines. Donc, Une belle si image. vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail, on vous donne la suite, voilà. Et sachez que tous les 2 mois, on ouvre aussi, enfin tous les mois, on ouvre des créneaux de rendez-vous. Voilà, il y a tout un système qui est mis en place pour que tous les adhérents puissent en profiter. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter à l'assaut si vous êtes intéressé. J'en profite aussi pour dire que tout à l'heure, pour le comment et pourquoi et quel est l'intérêt de se regrouper en association d'artistes pour monter des expos, je complète ta réponse, Pierre-Benoît, en disant que l'un des principaux avantages, c'est de réduire les frais individuels, la location, le lieu, l'assurance, etc. Et aussi de partager le temps passé en gardiennage, en installation, en relation, voilà. Et au sein de l'association et au sein du fonds de dotation Maison des artistes, il y a ce projet qui est justement d'aider les artistes à se fédérer pour se monter en association d'artistes et gérer des micro-galeries. C'est Voilà, super. à 5, 6, 7 artistes. Ah, c'est Voilà. super. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi parce que le projet prend forme. On a déjà plusieurs groupes d'artistes un peu partout en France qui sont prêts. Voilà. Il faut trouver des lieux, mais parfois un artiste a un lieu mais n'a pas les moyens de le faire tourner. Parfois un autre artiste a beaucoup de temps mais pas de lieu. Et le troisième artiste va avoir plein d'idées et un savoir-faire d'accrochage de fou et qui pourrait mettre à disposition contre un lieu et un peu de temps, par exemple. Donc voilà, donc nous, on fait l'intermédiaire et l'association, d'ailleurs, aidera à la mise en place. Voilà. Bon, bah, très bien, Voilà. c'est super, hein, c'est très encourageant. Un beau projet. Alors, les NFT et ça. Ouais, bah, Ça se c'est complète. très bien. Donc voilà. Pierre-Benoît, existe-t-il des incubateurs pour les artistes pour les aider à développer leur activité? Modèle économique, outils de com, juridique, réseau? Bah, il y a évidemment la Condamine, mais il y en a d'autres. J'avoue. Il y a pas que nous. Oui. Effectivement, il y en a. Vous allez Est-ce qu'il avoir vaut mieux des. s'adresser à quelque chose de régional, de Voilà, à c'est côté de chez soi? ça. Alors, ça dépend vraiment de ce que vous voulez développer, à quel stade vous en êtes. Ça dépend aussi de votre activité. Vous avez des réunions au niveau régional par des réseaux, les réseaux qui sont issus du Sodavi, en fait, dont on en avait un tout petit peu parlé. Donc, vous avez au niveau régional ce qu'on va appeler des rencontres, en fait, pour réfléchir à son développement. Vous avez le terme incubateur qui est assez. C'est intéressant d'en entendre parler maintenant, mais ça existe. Il y a quelques incubateurs pour les artistes qui ont ce nom-là. On va parler aussi de pépinière, on va parler de réseau, de formation. Et donc, vous avez plusieurs mots qui vont plus ou moins dire la même chose. Donc oui, vous en avez plusieurs. On n'est pas voilà, il y en a plusieurs. Vous avez Diagonale, notamment, Ok. par exemple, hein, pour citer, d'autres structures. Ok. Alors. On peut revenir aussi, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut facturer en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui passe en prestat et qu'est-ce qui passe en produits dérivés? Pour éclaircir tout ça, donc la vente d'œuvres, le droit d'auteur, la location d'œuvres, les interventions, c'est, un revenu pur et dur à déclarer en tant qu'artiste-auteur. Et la bonne nouvelle, c'était tout ce qui était activité accessoire, ça s'est assoupli et les seuils, ont été fortement augmentés et ça s'est simplifié. Donc ça, c'est bonne nouvelle.
vous pouvez déclarer des revenus quand vous donnez des cours, que ce soit ou pas dans votre atelier, jusqu'à 12 000 euros par an. Ça, comme ça vous évite d'avoir à côté une auto-entreprise juste pour ça. Si vous dépassez les 12 000, évidemment, c'est plus du tout accessoire, ça devient un revenu assez conséquent. Et là, oui, vous devrez en parallèle de votre déclaration d'artiste, faire une déclaration pour de la presta de cours en parallèle en tant qu'auto-entrepreneur. Ensuite, pour les produits dérivés, on va dire qu'il y a plusieurs catégories. L'auto-édition fonctionne. Ça, c'est un revenu artistique. Ce n'est pas considéré comme un produit dérivé. Ce n'est pas la même chose qu'une repro. Ensuite, si vous faites éditer, imprimer et que ce n'est pas vous qui vendez vos repros, ça fonctionne si vous faites une facture de droit d'auteur. J'explique. Vous faites le dessin et c'est votre client qui s'occupe de l'imprimer et de le commercialiser. C'est un revenu artistique. Vous faites le dessin et vous vous occupez vous-même de la mise en production du papier peint, du meuble que vous avez dessiné ou des magnettes frigo, peu importe. En fait, là, vous devenez commerçant parce que ce sont des produits utilitaires ou des produits dérivés. Et là aussi, en parallèle de vos revenus artistiques, vous aurez l'obligation d'ouvrir un autre régime fiscal et social, donc un deuxième SIRET, potentiellement en tant qu'auto-entreprise ou voir avec ensuite la chambre de commerce, chambre des métiers de votre département. Il y a un petit flou, mais qui devrait plus l'être encore peut-être pour très longtemps, sont acceptés tout ce qui va être tirage du type affiche et carte postale comme un revenu artistique. Ensuite, le flou, il est sur le volume, on va dire, mais normalement, ça devrait passer. Ils n'ont pas précisé, en fait. On attend encore des précisions sur combien de tirages, voilà. Par contre, à partir du moment où c'est sur un mug, sur un t-shirt, sur une porte de placard, peu importe, là, c'est plus considéré comme un revenu artistique. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous vendez vous-même le produit fini avec votre image dessus, vous êtes commerçant. Si vous vendez sous forme de droit d'auteur le droit à votre client d'exploiter cette image sur le support que vous avez défini ensemble, là, ça fonctionne, c'est du droit d'auteur. Voilà. Il y a un article sur notre site, Louise, tu peux qui n'est pas justement, il manque certaines précisions, mais sur les activités accessoires, vous aurez déjà pas mal d'infos. Et sur le site aussi, régime artiste-auteur, vous avez aussi ces infos-là si besoin, si vous voulez vous y référer et le lire posément. Voilà. Et pour les tarifs, c'est ce qu'on a vu, plus les sociétés de droit d'auteur qui ont des grilles tarifaires. Voilà. Et certains syndicats aussi revendiquent certains tarifs. Voilà. Pierre-Benoît, je ne sais pas si tu avais des infos en parallèle là-dessus. Voilà. Pas mieux que vous. Okay. Il n'y avait plus de questions, à part des choses assez précises, comme comment se nomme l'artiste qui s'occupe des étiquettes de vin? Stéphane Auton. Voilà, sinon il y avait Stéphane Auton. Voilà. Je refais le tour des dernières questions. Alors là, je fais une photo. Je vais vous donner les coordonnées pour les projets fonds de dotation ou le projet NFT, tous les projets en cours. Je vais vous donner le mail d'Antina Garnier, la directrice qui pilote tout ça. On vous le met dans le chat. Quand je dis on, je pensais Louise, mais Louise. Mais je ne sais pas si je peux écrire et parler en même temps. On va le mettre. Alors, écoute, je crois que
Pierre Benoît, on a fait le tour, hein. Très bien. Je regarde s'il y a Merci. des questions de dernière minute, mais ah, il y a des questions sur quid du site Artistes Contemporains. Alors, le site Artistes Contemporains, il est géré par nous à l'asso MDA. Ce n'est pas une plateforme de vente. Par contre, ça vous permet d'avoir un bon référencement et d'exister, d'avoir une fiche et d'annoncer vos expos. Et vous pouvez toujours parler des prix de vos œuvres dessus. Ça donne quand même une indication à de potentiels clients. Voilà. C'est bon, et c'est 5 € par an, donc c'est pas, c'est très accessible, hein, au maximum de personnes, c'est pensé comme ça. Pour ceux qui n'ont pas du tout de site internet, bah, ça permet quand même d'être référencé. Et pour ceux qui en ont un, ça permet d'en améliorer le référencement et de renvoyer vers votre propre site. Voilà. Alors, donc, je vais vous mettre le mail d'Antinéa. Du coup, je sais pas si Louise, tu l'as mis. Parfait. Merci beaucoup, Louise. Donc, Louise Pelletier, la chargée de communication, donc vous recevez pas mal de com tout au fil de l'année. Pierre Benoît, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, à part, je crois qu'il y a des gens qui ont pris beaucoup de notes et c'est toujours intéressant de réécouter des fois en replay parce que c'est vrai que ça peut être très dense. Il y a toujours la possibilité aussi de nous envoyer un mail pour avoir des précisions, hein. Il n'y a pas de là-dessus, on est accessible. Et puis, peut-être aussi vous remercier, puis être très heureux de commencer cette nouvelle année ensemble, quoi. Voilà. Ok, super. Merci. Merci à toi, Pierre Benoît. Maintenant que la thématique est terminée, je rebondis sur un dernier sujet, parce que j'ai vu que dans le chat, certains d'entre vous se questionnaient sur notre prochaine assemblée générale, qui va être un petit peu particulière. Donc, vous avez reçu une première communication et vous allez recevoir dès demain par email tout le décryptage, on va dire les explications, le contexte de cette assemblée générale et de la thématique. Et comme c'est vrai que c'est un sujet qui vous préoccupe pas mal et qui a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'interrogations de votre part, il est prévu un webinaire dédié, voilà, avec au moins le président par intérim de l'association, voire avec les membres du bureau de l'association, où vous pourrez poser toutes vos questions et ils vous expliqueront un peu voilà, toutes ces thématiques, le pourquoi du comment. Voilà, donc pas de panique. C'est a priori des bonnes nouvelles, hein, c'est géré, voilà. Donc vous verrez et donc regardez bien dans vos boîtes mail demain, et on vous invite à lire ça posément ou demain soir en fin de journée. Voilà, parce que j'ai vu que vous en parliez sur le chat et c'était important de vous le signifier. Pierre Benoît, merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne Merci à soirée à tous tous. les artistes, merci à tous ceux qui regarderont le webinaire, à toutes vos questions, à vos idées, à vos suggestions, à vos commentaires. Si vous avez des besoins particuliers sur des partenariats, des choses qu'on ne fait pas, que vous aimeriez voir arriver, sur des webinaires, des thématiques, on est à l'écoute. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire des mails à ce sujet-là. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Au Bientôt. revoir. Au revoir.